Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Toute l'information sur France 3 jusqu'à 20h. Dans l'édition régionale, nous reviendrons sur les suites de la fusillade qui a fait une victime samedi soir à Saint-Martin-d'Air en Isère. Un jeune homme de 19 ans est décédé d'une balle dans le cou. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le climat d'insécurité. Nous irons également au Fresnay-d'Oisans, toujours en Isère où l'inquiétude grandit chez les habitants. L'éboulement de la montagne qui surplombe le tunnel du Chambon est imminent. Nous verrons comment ils vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis nous irons en Vanoise où un refuge teste pour la première fois dans les Alpes une alimentation électrique avec une pile à hydrogène. Un défi technologique et un mode de chauffage propre qui pourrait se développer dans d'autres refuges de Savoie. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale et deux grands titres. L'avenir de la Grèce se joue en ce moment même à Bruxelles. Et pour la première fois, les Européens sont optimistes sur la capacité à trouver un accord dans les jours qui viennent. Athènes a fait de nouvelles propositions d'économie jugées raisonnables. Et puis 20 000 patients en attente de greffe. Il y a urgence à trouver de nouveaux donneurs d'organes. Ce 22 juin est la journée de sensibilisation pour lutter contre les idées reçues et convaincre chacun de remplir une carte de donneur. Et tout de suite, les images d'un rassemblement qui vient de se tenir place Étienne Grappe à Saint-Martin-d'Air en Isère, là où un jeune homme a été tué par balle lors d'une fusillade samedi dernier. Un hommage lui a été rendu. Environ 500 personnes étaient sur place, des habitants du quartier essentiellement, et la famille de la victime pour dénoncer l'insécurité grandissante dans l'agglomération de Grenoble. Une exaspération qui monte, la population bien sûr, mais aussi le maire de Saint-Martin-d'Air et les syndicats de police dénoncent la situation. Ils s'inquiètent des agressions et fusillades à répétition dans l'agglomération grenobloise. En question, le nombre d'armes en circulation et l'insuffisance de moyens pour les forces de l'ordre. Joël Serroni, Vincent Abran. Comme un lundi ordinaire sur la place Étienne Grappe de Saint-Martin-d'Air. Seuls les bouquets de fleurs déposés par les habitants près de l'arrêt de bus sont là pour rappeler le drame qui s'est déroulé ici samedi soir. Une façon pour les Martinérois de témoigner leur émotion et leur soutien à la famille de Luc. David Queiroz, le maire de la commune, les a rencontrés et partage leur tristesse et leur colère. Il est inquiet devant cette montée de violence dans l'agglomération. Bien entendu, j'ai été interpellé sur plein d'aspects. Pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait là, pourquoi pas la vidéoprotection. Moi, là où j'en appelle les autorités nationales, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, c'est sur la question de la prolifération des armes. Je trouve ça complètement hallucinant que des armes lourdes, en l'occurrence là il s'agissait d'une arme automatique, voilà, que ça puisse circuler dans nos villes, dans nos quartiers. Ça m'interpelle beaucoup et j'estime qu'un travail très important devrait être mené afin d'endiguer cette prolifération des armes. Même constat dressé par les syndicats de policiers qui observent au quotidien cette évolution inquiétante. Ces 15 derniers jours, il y a eu les fusillades de Grenoble et de Saint-Martin-d'Air. Il y a eu aussi cette histoire d'armes retrouvée dans un parc par un enfant qui a tiré à 2 reprises. Et puis ce fusil et ces munitions dissimulées au pied d'un immeuble dans le quartier du Lys Rouge. On est bien démunis quand on est en manque d'effectifs pour gérer toute cette violence-là. Donc, vous savez, quand nous-mêmes, au sein de notre salle de radio et de commandement, ils font une hiérarchie dans les interventions. On est obligé, on gère l'urgence, mais il y a toujours plus urgent que l'urgence. Et à un moment donné, on fait qu'avec les effectifs que l'on a. Vous savez, en 10 ans, quand on a perdu 150 effectifs policiers sur Grenoble, ça fait quand même des patrouilles en moins. Ce matin, les enquêteurs de la PJ de Grenoble ont placé un mineur en garde à vue. L'adolescent, connu par les services de police pour son implication dans un trafic de stupéfiants, est soupçonné d'avoir participé à une rixe qui a précédé la fusillade. On ignore encore s'il s'agit de l'auteur du coup de feu. Justice, 2 hommes, dont un ancien légionnaire, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises des Hautes-Alpes pour le double meurtre du lac du Sauté. En janvier 2012, les corps gelés d'Amar Zidi, 33 ans, et Najouan Emri, 28 ans, tués par balle, étaient retrouvés dans une voiture à moitié immergée. Le rappel des faits, Marie Michelier et Virginie Muamba.
C'est la baisse des eaux de ce lac artificiel qui avait mis au jour un véhicule immatriculé dans les Bouches-du-Rhône. À son bord, les corps gelés d'un couple d'amis de Gapençais disparus depuis un mois. Amar Zidi, 33 ans dans le coffre, et Najouane Emri, 28 ans sur le siège arrière, et dont l'autopsie révélera qu'ils ont été tués par balle. Très vite, la piste d'un règlement de compte sur fond de dette et de trafic de drogue est privilégiée par les enquêteurs et mène à un homme, Bernard Blanc, un champsaurin de 62 ans connu pour des trafics de stupéfiants. Le crime, finalement daté au 13 décembre 2011, aurait eu lieu dans sa maison après que les victimes s'y soient rendues pour se fournir. La soirée tourne mal, des coups de feu sont tirés. Une amie de Bernard Blanc, présente sur les lieux et réfugiée dans le salon, appelle alors Laurent Tedeschi, le deuxième prévenu dans cette affaire. Il aurait aidé à maquiller le crime. Bernard Blanc comparaît pour meurtre. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Laurent Tedeschi, poursuivi pour recel de cadavres, risque lui 2 ans d'emprisonnement. Tous deux ont toujours nié les faits. Le verdict est attendu vendredi. Deuxième titre de ce journal, la menace de l'effondrement de la montagne au-dessus du tunnel du Chambon. En théorie, pas de danger immédiat pour les habitants du Fresnay-d'Oisans, juste en dessous du barrage. Mais la population s'inquiète et demande des garanties. Le maire, lui, fait confiance aux spécialistes et à la solidité du barrage. Céline Aubert-Aigré et Franck Serroni. Le barrage du Chambon, un géant de béton tendu entre le massif des Deux Alpes et la vallée du Ferrand. 80 ans qu'il surplombe la petite commune du Fresnay. Aujourd'hui, comme le tunnel, il est concerné par les glissements de terrain. J'avoue qu'étant en contact régulièrement avec EDF, qui m'explique les conditions de gestion de l'ouvrage, je ne suis pas inquiet et j'essaye d'expliquer toutes les raisons qu'il y a de ne pas avoir peur. Et je crois d'ailleurs que si on pose des questions légitimes, pour aujourd'hui, il n'y a pas de peur. Pour résister au plus fort séisme, le barrage a été renforcé. 3 années de travaux. Vendredi dernier, lorsque la menace d'un affaissement de la montagne a été évoquée, très vite les téléphones ont sonné et l'angoisse est montée. 250 000 tonnes de terre pourraient s'effondrer dans le lac. Une vague qui viendrait cogner sur le barrage. Ce qui est de trop, c'est d'être averti par les médias de choses qui sont, semble-t-il, importantes, qui peuvent impacter déjà effectivement l'état d'esprit et le moral des gens. Et là, carrément, c'était une information qui impactait qui était liée à un risque potentiel physique, quoi. Donc, ne pas être averti par les autorités, ça nous a complètement scotché, quoi. C'est vraiment, moralement, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont pleuré. Depuis la fermeture du tunnel il y a 2 mois, les inquiétudes et les interrogations, elles sont nombreuses dans cette partie des Alpes coupée du monde. Et la problématique du barrage du Chambon n'a fait qu'aggraver un climat particulièrement tendu. Alors pour rassurer les populations, les familles, les professionnels et puis ceux qui vivent du tourisme, eh bien les élus de l'Oisans organisent tout à l'heure à la mairie du Fresnay une réunion publique en présence des responsables d'EDF. Dans le même temps, le collectif du Chambon organise lui aussi une manifestation sur la place de la mairie. Est-ce que ce petit monde va se mélanger? On peut l'imaginer. On peut imaginer aussi que le tunnel du Chambon, la longueur des travaux, la route de substitution, mais aussi les problèmes de sécurité sur le lac, eh bien tout cela pourrait être évoqué et cela promet une rencontre plutôt animée. Merci Céline Aigret. Et pour éviter que ça vous chatouille ou que ça vous gratouille, la campagne de prévention contre la puce du canard est en cours dans nos lacs. La baignade est interdite durant quelques jours sur certaines plages afin de mener à bien des opérations anti-puce de brassage de l'eau. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Ils sont venus, ils se sont installés, ils peuvent se prélasser, mais en aucun cas se baigner. Ce bateau qui drague les bords du lac, les zones sableuses, tente d'éradiquer, comme chaque année, la fameuse puce du canard. Un parasite qui nécessite des mollusques et des canards pour se développer. À défaut de canard, il peut se contenter d'un gentil baigneur. J'ai été moi-même piquée par des puces de canard. Donc ça fait des grosses démangeaisons. Il faudrait se doucher tout de suite d'ailleurs. Et puis des boutons, et ça dure plusieurs jours. Moi, j'en ai déduit qu'il devait brasser peut-être le fond, les cailloux, où il y a peut-être je ne sais pas, des larves ou enfin bon, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, genre de pucerons, et que les poissons viennent les manger, je ne sais pas. Depuis 10 ans, les lacs alpins, comme tous les autres, font l'objet de ces campagnes de prévention. Et comme chaque année, il faut répéter les mêmes consignes, ne pas nourrir les animaux et prendre des précautions. On prend un arrêté municipal pour éviter au plus fort
l'infestation, on va dire, hein, que des personnes subissent les désagréments de la puce du canard. Mais pour certains aventuriers, même pas peur. Franchement, ça fait 10 ans que je viens au lac. À chaque fois, on dit les puces de canard, on en parle à la maison comme on parlait de copains. Et on sait que, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a du sang méditerranéen, ils ne nous touchent pas. Ça ne nous dérange pas du tout. Sur le lac du Bourget, la baignade est donc interdite pendant 2 jours. Pas de quoi vraiment râler, l'été vient tout juste de commencer. Économie, le groupe Hermès vient d'inaugurer son nouvel atelier de maroquinerie aux Abrets, en Isère. 119 salariés y travaillent aujourd'hui, ils seront bientôt 250. Parmi eux, une centaine de selliers maroquiniers qui réalisent de A à Z les fameux sacs de la marque. Nathalie Rapuc, Didier Albrand. Je viens lisser la teinte et on répète l'opération 2 à 3 fois. Sinon, le cuir est comme ceci, au fait. Chaque geste est important, minutieux. Ici, 130 artisans travaillent sur la fabrication de sacs depuis le début de l'année. Certains sont dans la maison depuis plus de 10 ans, d'autres sont encore en phase d'apprentissage, comme Pascal. Il y a encore un an, elle travaillait dans la restauration. C'est très intéressant, c'est apprendre un métier de A à Z, quoi. C'est vraiment un métier à part entière, quoi. Puis bon, Hermès est quand même connu dans le monde entier, alors c'est quand même valorisant de travailler pour cette entreprise. De l'asticage au poinçage, en passant par la couture, chacun a été formé au moins 24 mois pour maîtriser le bon geste. C'est une couture lacée pour bien maintenir et une couture à la main est toujours mieux maintenue qu'une couture machine et on ne peut pas la faire à la machine. Créée en 1837 par Thierry Hermès, la qualité de la maroquinerie de luxe est appréciée à l'échelle mondiale. Le secret du succès réside dans l'accompagnement de chaque artisan. Transmettre les savoir-faire et aussi tout le sens des gestes, l'histoire de la maison, à quoi servent les outillages, pourquoi telle opération plutôt qu'une autre. Donc toute une culture autour du métier de maroquinerie-sellerie chez Hermès. Ce nouveau site vient s'ajouter aux 3 autres unités de production de la région Rhône-Alpes. Hermès trouve ici une culture manufacturière qui correspond aux valeurs et à l'histoire de la maroquinerie. Avec un chiffre d'affaires en croissance, ce site devrait accueillir 250 employés à terme. En 2014, le groupe a déjà créé plus de 400 emplois sur toute la France. Les batucadas, ces fanfares de percussion d'inspiration brésilienne qui font le bonheur des rues les jours de fête, apportent aussi leur lot de nuisances sonores, les jours de répétition. À Grenoble, la Banda Tujumi Batucada en sait quelque chose. Elle n'aura bientôt plus de local pour répéter. Quand la musique n'adoucit plus les mœurs, reportage Sophie Pellerin et Dominique Bourget. Au cœur du nouveau quartier grenoblois Bouchaillé-Vialet, la Banda Tujumi Batucada a rendez-vous 2 soirs par semaine. Voilà, c'est là où notre Batucada répète. Ajoutez une trentaine de percussions. Même le micro a du mal à supporter les décibels. Les musiciens ont tous des bouchons d'oreille et à moins de 20 mètres dans l'immeuble voisin, on a du mal à apprécier ainsi les rythmes brésiliens. Ça dure à peu près 1 heure, parfois un peu plus. Ça peut paraître long, surtout quand on est justement en soirée, entre voisins ou entre amis ou en famille. Ça fait du bruit, quoi. Priée de déménager avant le 1er septembre, la Banda Tujumi, trop bruyante, craint de devoir définitivement faire taire les tambours. On a fait des demandes à la mairie, fait des demandes dans des salles privées et à chaque fois, où les lieux ne sont pas adaptés, où il n'y a pas de place. Et si la Banda Tujumi devait son salut à l'amplification du phénomène? Grenoble compte déjà 5 batucadas. 4 autres devraient voir le jour dans les prochains mois pour participer notamment au prochain défilé des Tuiles, une fête populaire créée par la nouvelle municipalité grenobloise. La solution, ce serait un lieu assez central, accessible, insonorisé ou éloigné des riverains pour que ces ensembles de percussions puissent répéter sans occasionner de nuisances diurnes ou nocturnes. C'est trouvable ce lieu? À l'échelle de l'agglomération, je pense que oui. Willy Lavastre défendra la nécessité d'une telle salle lors d'une réunion en mairie ce mardi. Même si sa batucada pour enfants n'est pas directement concernée,
En plein cœur du quartier de la Villeneuve, à 2 pas de cette mosquée et juste en dessous de certains appartements, les répétitions n'ont ici jamais généré de problèmes de voisinage. C'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de greffes. Seulement 115 greffes sont réalisées chaque jour en France, alors que 20 000 personnes sont en attente d'un don d'organes. C'est l'un des messages véhiculés par une exposition réalisée par des collégiens de 3e près de Chambéry en Savoie. Maxence Regnault, Didier Albrand. Sensible et rassurant. Paper Life, c'est un petit film qui parle pourtant de la mort et du don d'organes. Un sujet difficile mis en lumière avec élégance par Eva et son frère, et tout part de simples feuilles de papier. On était en train de faire des origamis parce que on aime bien ça avec mon frère et on s'est dit pourquoi pas faire ça en origami. Un petit film pour Eva, mais des photos, des dessins ou des textes pour les autres. On voit une personne qui se demande qui lui a permis de vivre. Et ensuite, il y a un portrait de quelqu'un... Au collège Jean Mermoz de Barbie, tous les 3e se sont intéressés à la question du don d'organes. Une question parfois compliquée, surtout lorsque l'on a 14 ou 15 ans. Même si on parle de la mort, je trouve que si ça peut aider les personnes, c'est bien. Donc du coup, je me suis ouvert à ma famille. C'est un peu un sujet tabou aussi. Ça parle de la mort, donc il y en a qui ne parlaient pas trop. Donc je pense que c'est bien que des jeunes de notre âge en parlent pour peut-être sensibiliser d'autres jeunes de notre âge. Ce travail, ils l'ont fait pour une exposition à l'hôpital de Chambéry. Sollicités par une infirmière, ils ont rendu un véritable petit trésor pour parler et faire parler du don d'organes. Car être donneur, c'est parfois seulement le dire. Il faut qu'on accentue notre travail de terrain, de pédagogie et que les gens soient vraiment informés des démarches à faire quand on a une idée de ce qu'on a envie pour soi. Pour se renseigner sur le don d'organes, c'est toute l'année. Pour l'exposition, en revanche, c'est jusqu'au 29 juin prochain à l'hôpital de Chambéry. Comment produire de l'énergie autant qu'on en consomme? Voilà l'idée de base du parc naturel des Bauges qui planche sur un programme de territoire à énergie positive. Depuis une semaine, ce projet compte une petite nouveauté, l'autostop amélioré. Toutes les explications avec Florine Eba et Christian Mathieu. Si vous empruntez la rive ouest du lac d'Annecy, vous verrez fleurir ces petits panneaux sur l'axe Annecy-Faverges et ses 26 km submergés par le trafic routier. Résultat, le parc naturel régional des Bauges expérimente depuis peu un nouveau dispositif, l'autostop organisé. On est parti du constat très simple qu'entre Faverges et Annecy, il y avait à peu près 20 000 véhicules, un peu plus, même 25 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Et ce nombre de véhicules est souvent lié au fait qu'il n'y a qu'une personne dedans. Le taux de remplissage est de 1 personne. Donc on s'est dit qu'on pouvait optimiser le remplissage des véhicules et ainsi limiter le nombre de véhicules circulant sur cet axe. 25 000 véhicules jour et jusqu'à 40 000 en saison, autant dire un joyeux bazar à l'arrivée. Pour faire de l'autostop organisé et contribuer à la sauvegarde de l'environnement, la règle est simple. Il suffit de s'inscrire sur le site internet et de passer dans l'une des mairies situées sur le parcours pour récupérer un kit. Vous avez le petit brassard qui est juste ici, qui permet à l'autostoppeur de signaler en sécurité. Vous avez des informations sur le parc naturel régional du Massif des Bauges qui est porteur de l'opération. Vous avez aussi tous les points d'arrêt qui sont signalés tout au long de l'axe Annecy-Faverges, donc dans un sens puis dans l'autre. Et puis vous avez un petit ballon pour agrémenter le tout. Ensuite, il suffit de tendre le pouce et d'attendre, comme tout bon autostoppeur, qu'un automobiliste repéré grâce à son macaron vous transporte. Contrairement au covoiturage, il n'y a pas de transaction ni de réservation et la distance est en moyenne de 25 km au maximum. Pour l'instant, ce dispositif fait office de test, bilan dans 3 ans. Il sera déployé sur d'autres axes du département si le succès est au rendez-vous. C'est vrai que ça permet de trouver assez rapidement. Et d'un parc à l'autre, direction le parc national de la Vanoise, au-dessus de Tignes en Savoie, où se termine en ce moment un chantier assez exceptionnel, celui de l'installation d'une pile à hydrogène qui servira à alimenter le refuge du col du Palais. Un dispositif plus écologique qui pourrait rapidement s'étendre à d'autres refuges. Françoise Gay, Dominique Sommet pour les images. Ici, en Haute-Tarentaise, dans le parc national de la Vanoise, les lacs d'altitude ont dégelé.
Mais la neige blanchit encore les paysages. Après une absence de 3 jours, Marion, la gardienne, retrouve sa petite famille dans son refuge du col du Palais. Après les retrouvailles, je crois qu'elle est contente de te retrouver. la curiosité. Où en est le chantier commencé début juin? Salut les travailleurs! J'aimerais bien vous amener le beau temps aussi. À quelques mètres, juste derrière le refuge. Donc là, il faut imaginer qu'il y avait rien. Et voilà, donc le bâtiment est entièrement arrivé par hélico au premier héliportage. Et ils ont amené au deuxième héliportage tout ce qui est à l'intérieur, plus le toit. Ce chantier, à 2600 mètres d'altitude, c'est une première européenne. En cours d'installation dans ce cabanon isolé de 9 mètres carrés, un prototype de pile hydrogène. Les éléments qui permettent de fabriquer l'hydrogène, en premier lieu, sont les capteurs photovoltaïques qui sont en façade du refuge, qui permettent de faire l'électrolyse de l'eau via un électrolyseur qui va se trouver dans cette armoire. Cet hydrogène va ensuite être stocké dans les réservoirs hydrogène qui se trouvent à ma gauche. Puis, quand on en a besoin, on récupère cet hydrogène qui était stocké dans ces réservoirs, on le recombine dans la pile à combustible et on produit l'électricité pour le refuge. Réalisée par un consortium de 5 entreprises, l'installation doit faire face à de nombreuses contraintes climatiques, comme des vents à 200 km/h ou 3 mètres de neige sur le toit du cabanon. À terme, le système fournira une énergie propre en grande quantité. Alors l'ensemble du système pile à hydrogène permet de multiplier par 4 la production d'énergie du refuge et permet de multiplier par 6 le niveau de stockage d'énergie. Le stockage de l'énergie, le gros problème dans un refuge de haute montagne. Pour le parc national de la Vanoise, l'hydrogène pourrait être une réponse écologique et novatrice. Le stockage en site isolé, on n'a pas le choix, c'est les batteries à métaux, secs ou humides. Malgré les circuits de recyclage de ces batteries-là, ça reste quand même des métaux lourds, plomb, etc., cadmium. Donc là, on essaye de mettre à disposition un territoire pour trouver une autre solution plus environnementale. Pour les gardiens, l'hydrogène représente un grand pas vers l'autonomie énergétique du refuge. Jusqu'à présent, en plus des panneaux photovoltaïques, un groupe électrogène s'avère indispensable pour remonter l'eau jusqu'au bâtiment. Si nous, on peut avoir plus d'énergie disponible, c'est plus de confort pour nous, c'est aussi plus de qualité de service vis-à-vis de la clientèle. Et puis c'est vrai que le groupe, on essayait de l'utiliser au minimum. Et c'est vrai que si on peut supprimer son utilisation, c'est moins de nuisances sonores, c'est pas de gasoil à monter au refuge, et donc c'est un moindre impact environnemental. Ouais. Loin des routes et de la foule, au pays des lacs et des glaciers, le refuge du col du Palais est donc en train de vivre une révolution énergétique. Si l'expérience s'avère positive, elle pourrait s'étendre à d'autres refuges de la Vanoise. Et maintenant, ce phénomène partout en France et auquel les Alpes n'échappent pas, la pole dance. Cette discipline qui allie danse et chorégraphie sur une barre verticale fait de plus en plus d'adeptes. Illustration en Isère, dans une école loin du cliché trop souvent véhiculé par les séries américaines. Marie Michelier et Dominique Bourget. La pole dance, quelle que soit l'approche qu'on a avec notre corps, n'importe quelle fille est belle sur une barre de pole dance. Proposer un cours de pole dance à Grenoble, un pari réussi pour Mathilde et Caro, 2 professeurs au large sourire. Au départ, il y a 3 ans, quelques danseuses, puis très rapidement des dizaines. La première école ne suffit plus, une deuxième vient donc de voir le jour à Saint-Martin-d'Air, car il faut aujourd'hui satisfaire pas moins de 250 adhérentes. Nos élèves, elles ont entre 14 et 66 ans. Ça ne demande pas de conditions particulières parce qu'en fait, les cours débutants sont très accessibles. On se sert vraiment des jambes, de tout le corps pour s'accrocher à la barre. Donc, c'est des choses que tout le monde peut faire. Et ensuite, on évolue petit à petit, mais les difficultés viennent sans qu'on s'en rende compte. Quelques heures de cours suffisent pour maîtriser une première chorégraphie, quelques autres pour gagner en assurance, prendre de la hauteur et libérer le sourire. Ça permet de se lâcher en fait. Il n'y a pas de préjugés, on est entre filles et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est ça en fait qui est vraiment sympa dans la pole dance. Après, c'est à nous de donner l'image qu'on veut en fait de soi. Et donc soit on peut être très gymnique dans la force, ou soit très gracieuse, féminine.
Donc c'est ce qu'on veut en fait. Car la pole dance souffre encore parfois de l'image du lap dance, son cousin américain. Une danse de charme largement exposée dans les clips de rappeurs ou les séries télé. Rien de tout cela dans les murs de l'école. Il y a deux profils, je dirais. Il y a le profil de la sportive qui a envie de se dépasser un peu et de faire des acrobaties. De dépasser un peu ses limites au niveau musculaire aussi. Et puis il y a la jeune femme ou la femme qui a envie de se sentir belle, de quelque chose de plus glamour. Et en fait, les deux s'accordent très bien. Ici, on danse pour soi, pas pour les autres, en balayant d'une envolée s'il y en a le moindre complexe, pour donner ou redonner toute la place à sa féminité. J'ai 4 enfants, donc c'est vrai qu'après, il faut se remuscler, retrouver sa place aussi de femme, retrouver le côté séduction de la femme. Et c'est vrai que c'est pas du tout le côté péjoratif ou négatif qu'on peut retrouver dans les cours. C'est vraiment arriver à être glamour, mais en étant tout autant sportive et avoir un corps ferme et musclé. Forte de leur succès, Mathilde et Caro proposent désormais des cours de cerceau ou de hamac, d'autres disciplines aériennes en plus de la pole dance.